On se retrouve dans un cadre un peu particulier, je m'excuse d'avance pour la présence de ce mur, pour accueillir Iris. Bonjour, je m'appelle Iris, j'ai 23 ans. J'habite en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Je suis étudiante dans une université parisienne. Voilà. Okay. J'ai répondu à ta vidéo dans laquelle tu parlais en gros de transfuge de classe, du fait de passer d'une classe, autant dire une classe sociale qu'on considère comme inférieure à une classe sociale supérieure. Et il n'y a rien de péjoratif ou de condescendant dans mes propos. Et de la difficulté qui se trouve dans le fait de passer d'une classe à une autre. Et voilà, je me suis totalement retrouvée dans ces propos et du coup je m'étais dit que je pouvais peut-être apporter des choses par mon témoignage. Tu as très bien fait parce que justement j'ai besoin que des gens me racontent leur version de l'histoire tout en ayant des points communs parce que moi ça m'a beaucoup changé ma perception de moi, de ma vie, d'énormément de choses et ça m'a aidé à comprendre énormément de points d'interrogation de mon passé. Et du coup, la vidéo en question, je te la mettrai dans la description si ça t'intéresse. Enfin, il y a même deux parties, donc je mettrai les deux parties. Mais du coup, aujourd'hui, on va écouter toi, ton expérience, que tu as à dire là-dessus. Et j'ai trop hâte que tu me fasses un petit peu le début de ton histoire. Alors déjà, moi, mon témoignage sera forcément différent parce que je suis française, je suis née en France, j'ai grandi toute ma vie, elle n'est pas terminée, mais pour l'instant, en région parisienne. Et en plus, je suis une femme noire et donc forcément, ça change quand même beaucoup de choses, je pense. J'ai grandi dans une famille monoparentale, donc juste avec ma mère, mon père habitant en Martinique. Et c'est vrai qu'on a toujours vécu dans ce qu'on appelle une cité, c'est-à-dire un regroupement, pour les personnes qui ne connaissent pas, d'HLM, d'habitat à loyer modéré, dans lesquels en fait, se situent des gens qui ont des situations extrêmement précaires et qui ne peuvent pas payer au-dessus de tel montant. Et donc, juste, t'es fille unique ? Oui, je suis fille unique, okay. Tout à fait. J'ai toujours vécu avec ma mère, puisque mes parents sont séparés, j'étais bébé. Voilà. Et c'est vrai que dans toute mon enfance, etc., j'ai déjà eu une situation particulière par rapport aux autres de mon quartier, parce que je suis allée en école privée. Ok, parce que justement dans les cités d'habitude on va à l'école publique de la cité. On va à l'école publique de la cité et ma mère a décidé de faire ce sacrifice parce que oui, je pense que vous pouvez l'imaginer, c'est quand même un sacrifice certain, de me mettre dans une école privée pour m'éviter de me retrouver en fait dans l'école du quartier parce que en fait il est évident que les enfants des écoles de ce quartier-là n'ont pas les mêmes chances que les enfants d'une école privée située au centre-ville, etc. Ça voulait augmenter tes chances en fait de ce qu'on appelle réussir dans la vie, avoir un bon boulot. Tout à fait, c'était ça. Alors, petite précision, moi je vivais dans une cité qui se situe dans une ville extrêmement aisée de la banlieue parisienne. J'ai pas envie de dire le nom, mais une ville extrêmement aisée. Du coup, moi je me retrouvais dans une école privée au centre-ville d'une ville extrêmement aisée. Donc, alors que chez toi, c'était la cité avec les gens précaires. Donc je pense que déjà, vous pouvez imaginer que... Tu avais une sorte de double monde en fait, dans lequel tu évoluais. Tout à fait. Donc, dès petite, vu que je suis allée dès le CP, donc pour les Suisses, je ne connais pas trop. C'est l'équivalent de l'école primaire. Ah, tout simplement. Ok. Donc j'y suis allée dès le CP et c'est vrai que dès petite, j'ai compris qu'il y avait des différences parce que évidemment, on voit très rapidement qu'on ne s'habille pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes marques, etc. Et en plus sont venues la discrimination vis-à-vis de la couleur. Rapidement, les enfants, en plus à cet âge-là, ils sont quand même... Et dans cette école privée, j'imagine que c'était pas très mixte. Non, j'étais la seule noire de toute l'école. De toute l'école, en passant du CP au CM2. Quand je suis arrivée en CE2, il y a eu un petit garçon noir qui est arrivé, qui venait de mon quartier. Et donc voilà, on était 2 personnes noires. Il y avait, je crois, 2 personnes asiatiques. Et peut-être une personne maghrébine. Même si mon père ne le voyait pas beaucoup, il y avait quand même beaucoup de personnes noires autour de moi. Ce qui fait que pour moi, c'était pas... Et puis le fait de vivre aussi dans une cité, ça forcément
ça te montre qu'en fait, y a plein de personnes noires autour de toi, etc. Donc tu te reconnais, même si forcément tu fais pas partie de l'idéal de beauté dans les magazines, etc. Machin, tu te reconnais quand tu rentres chez toi, en fait. Donc moi, c'était vraiment la classe sociale. J'avais du mal à comprendre, en fait, pourquoi, par rapport aux autres enfants de la cité, j'étais différente. Et parce qu'eux aussi te font comprendre que finalement, et je reviendrai après, que t'es un peu un traître. Ils le formulent pas comme ça, mais ils vont pas te saluer. Ils te connaissent pas, les parents, ils vont dire ils disaient à ma mère pourquoi vous avez décidé de la mettre là-bas, pourquoi machin. Et du coup, en fait, tu te retrouves nulle part. Et ça a duré en fait jusqu'à maintenant ça va beaucoup mieux, mais ça a duré quand même pendant très longtemps. Je me suis retrouvée nulle part. En fait, c'était chez toi nulle part. Parce Voilà, que quand tu étais avec tes camarades qui venaient de classe supérieure, vous n'aviez pas le même vécu en termes de statut économique. Et quand tu revenais dans ta cité, tu ne pouvais pas tisser vraiment des liens avec les gens de ta cité puisque tu n'étais pas scolarisé avec eux. Voilà, donc ça. En fait, tu étais un peu genre isolé de tout. Voilà, c'est ça. Même si j'avais des amis, il y avait des moments... J'ai passé de très bons moments avec des gens très bien. Ça, c'était pendant toute ma primaire. C'est vrai que j'idéalisais énormément en fait, mes camarades et amis très aisés, parce que j'étais confrontée avec des personnes très aisées. Et j'avais pas spécialement d'avis sur ces personnes que je ne connaissais pas qui étaient dans mon quartier. Enfin, je les croisais, je savais qu'on n'était pas dans la même école, point. S'ils habitaient mon immeuble, je disais bonjour et c'était tout. Arrivée au collège, j'ai fait 2 années dans le collège qui suivait l'école privée. Et ensuite, j'ai basculé au collège public de la cité. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que justement, je ne me retrouvais plus dans ce collège-là, enfin dans cette école-là, dans cette institution, même si j'avais des résultats corrects en fait, qui m'auraient permis de passer en classe supérieure, je ne me reconnaissais plus là-dedans. C'est vrai que là, le racisme devenait quand même assez pesant, surtout que c'est un âge... J'avais 12 ans, c'est un âge où tu commences un peu à essayer de te construire et puis souvent tu développes des complexes. Et c'est vrai que là, ça m'a dérangée, donc j'ai demandé à ma mère de changer de collège. Je suis arrivée dans ce collège-là et là j'ai été confrontée finalement même genre de problème. Alors il n'y avait pas de racisme parce que c'était une part égale entre les blancs, les noirs, les arabes, enfin, vraiment on était tous mélangés. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que je me sentais très bien. En fait, en tout cas mieux que quand tu étais dans ton lycée. Oui, à ce niveau-là, en fait, je me rendais compte que c'est comme s'il n'y avait pas de couleur. Enfin, il n'y avait pas de... quand je parlais... T'étais pas genre la seule absolument de la pas. classe. Mais par contre, j'étais considérée comme la bourge du collège. Ouais. J'étais considérée par une sorte d'intruse, une sorte de... Pourquoi Parce que c'était quand même... le collège privé n'était pas loin du collège public. Et donc, c'était 2 collèges qui étaient parfois en bagarre, etc. Et donc, c'est vrai que quand tu venais du collège privé dans ce collège public, pas très bien accueilli. T'étais pas très bien accueilli. On me disait, oui, mais pourquoi t'es pas resté dans ce collège-là ? Ouais, mais t'es une bourge. Ouais, mais t'es une bounty. Alors, bounty, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, donc ça veut dire comme la barre chocolatée, noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Bon, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens, mais on voit très bien ce que ces gens-là veulent dire à ce moment-là. Et donc là, en fait, pour moi, c'était le fou total à ma tête. Pour moi, j'allais en fait vivre en gros la belle vie. Pour moi, tous les problèmes allaient être réglés. Et en fait, j'ai vraiment été très isolée pendant ces 2 années de collège, même si j'ai réussi à me faire des amis, parce que là non plus, en fait, je ne trouvais pas ma place. Je me sentais en fait rejetée des 2 côtés, alors que clairement, j'avais rien fait. Et j'avais du mal à comprendre ça. Ma mère, c'était pareil pour elle, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais réussi à se faire des amis dans cette cité-là parce qu'elle était considérée comme trop différente, trop ceci, trop cela. Alors c'est vrai que ma mère est métisse, est très claire de peau, donc ça peut parfois jouer à ce niveau-là, mais même... socialement, on lui faisait comprendre qu'elle était trop différente parce qu'elle n'avait pas forcément les mêmes hobbies, elle avait mis sa fille dans le privé, etc. Elle s'habillait d'une certaine manière, enfin, tout ce genre de choses. Et pourtant,
niveau classe sociale, on se doute bien que si on habite dans une cité, c'est jamais par plaisir, donc c'est qu'il s'est passé quelque chose. Arrivé au lycée, moi, il y a 3 lycées dans cette ville, donc je me retrouvais une nouvelle fois avec des gens qui étaient d'une classe sociale supérieure à la mienne. Sur le moment, je me disais rien et j'avais pas du tout l'impression de souffrir de ça. Et c'est que très récemment, je me suis rendu compte que j'avais des séquelles. Parce que je pensais avoir grandi et donc je voyais plus tout ça en fait, toutes ces questions sociales, je ne me posais plus de questions. Donc pendant 3 ans vraiment, j'avais mes amis et je me posais aucune question, pour moi il n'y avait aucun impact, etc. Je me sentais très bien dans ce lycée. Et c'est après, en arrivant dans l'enseignement supérieur, que j'ai voulu avoir un petit boulot pour me payer mon permis. Et le petit boulot que j'ai choisi, enfin le petit boulot dans le sens où c'est un job étudiant qui durait le week-end, c'était caissière d'un supermarché. Team Caisse, voilà, on adore. Et déjà, je me suis rendu compte que les autres n'avaient pas besoin de ça et qu'ils avaient le permis payé par leur famille, etc. Donc ça m'a quand même renvoyé à quelque chose. Parce que pourquoi à ce moment-là et pas pendant les 3 années de lycée, je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Et c'est vrai que c'est maintenant que je me dis quand même que c'était très bizarre, c'est que j'ai adoré être caissière, c'est-à-dire j'aimais bien le fait de travailler, de gagner mon argent. J'avais ce besoin en fait de gagner mon argent et que personne me paye les choses. Alors que quand je comparais avec mes amis, eux c'était non, je vais demander à mes parents, flemme de travailler l'été, etc. Mais toi tu pouvais pas te le permettre avec ta mère, voilà. C'était pas quelque chose que tu pouvais te dire. Voilà, en fait. c'est ça. Mais j'avais l'impression, alors je pense maintenant que c'était un petit peu parce que j'avais pas le choix non plus, mais j'avais l'impression d'apprécier ça, d'apprécier le fait d'aller travailler. Mais il y a le côté mérite. J'ai mérité oui. mon argent, moi j'ai fait quelque chose pour l'avoir. Oui, c'est vrai. Et dans un discours social qui te dit qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut que tu bosses pour réussir, oui, c'est vrai. Il y a le côté gratifiant de se dire c'est bon, je vais pouvoir m'autonomiser, je suis capable de travailler, de faire mon argent, mais on voit pas le revers de la médaille qui est l'exploitation et la difficulté tout de ce travail. Et c'est vrai qu'à un moment, moi, je reçois mes premiers salaires qui n'étaient pas mirobolants, hein, c'est le SMIC horaire, mais pour une étudiante, etc., moi j'avais jamais reçu des sommes pareilles en tout cas, et ben je me disais, franchement c'est pas mal, enfin, je me disais, c'est pas si mal en fait, genre tu travailles. Pourquoi on veut pas devenir caissier ? Voilà, c'est ça. Pourquoi caissier c'est pas prestigieux ? et quand j'en parlais avec des amis, ils me disaient mais ça va pas ou quoi, enfin, comment ça c'est pas mal, et en fait eux ils n'avaient pas du tout cette réaction. Ils étaient là, mais moi si j'avais dû faire ça, oh là là, j'aurais même pas tenu un jour, je sais pas comment tu fais, etc. Oh là là, j'ai trop d'admiration pour toi, etc. Et je me disais non, moi je trouve que franchement c'est beaucoup, je comprends pas, tiens et si je faisais plus d'heures, quand j'y pense, ce décalage là il est quand même assez destructeur finalement, je trouve. Tu ressens plein de malaise comme ça en continu sans savoir pourquoi. Ouais, pourquoi. Tu te dis juste bizarre. Ok. Exactement. Et parce que ça s'accumule, ça s'accumule en fait, parce que là c'était le petit boulot pour me payer le permis, qui a duré quand même longtemps parce que le permis je l'ai eu du coup. Et puis après c'est le petit boulot pour te payer des vacances, et puis après ça va être le petit boulot pour machin. Et c'est vrai que ça a quand même créé en fait un énorme complexe chez moi et une énorme faille. Je sais que ça, c'est vraiment un truc sur lequel je dois travailler. J'ai essayé de faire comme les autres, comme ceux qui avaient une classe sociale supérieure. C'est à partir de ce moment-là où j'ai quand même vachement essayé de les imiter. Oui, parce que juste, si je peux me permettre, on pourrait se demander, mais au pire, on s'en fout si tu te reconnais nulle part.
au pire t'es unique, voilà, tu fais ta vie, Fier, voilà. ouais. Mais il faut bien se mettre en tête que pour la construction d'un enfant et d'un ado, le sentiment d'appartenance à un groupe, et c'est d'ailleurs valable aussi pour les adultes, il est primordial en fait dans la construction de soi. Et ce groupe, ça peut être un groupe qu'on rencontre sur internet, ça peut être un groupe IRL, mais le fait de pouvoir se reconnaître en d'autres personnes, c'est extrêmement nécessaire pour les êtres humains qui ont besoin de ces liens. Et l'idée de se dire, mais en fait, personne ne me ressemble, je ne ressemble à personne, ça peut créer une forme de souffrance, ouais, parce que du coup, tu te dis, mais du coup, qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je me sens jamais bien et complètement moi-même quand je suis avec les gens? Pourquoi j'ai l'impression que je suis obligée de jouer un rôle tout le temps? Parce que du coup, j'ai l'impression que nulle part on me traite de manière égale aux autres, comme si tu avais toujours pointé du doigt sur toi quelque chose qui va pas. Et donc là, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire, en gros, pour résoudre ce problème de décalage, je vais les imiter. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que plus tu montes à l'université ou à l'école supérieure, moins tu vois de gens de classe sociale basse, moins tu vois de personnes dites racisées ou de couleur. C'est un entonnoir. Du coup, en fait, moins je voyais de personnes qui me ressemblaient. Donc je me suis surprise à imiter ces gens-là, c'est-à-dire à reprendre leur code, je sais pas, leur façon de parler, à gommer en fait, et c'est quelque chose que je fais encore, hein, je pense, j'en suis même sûre, à gommer tout ce qui montre que je viens d'une classe sociale pauvre. Et tout ça, ça passe par, je sais pas moi, des gestes, des accents. Des manières de s'habiller, c'est-à-dire que ça peut paraître extrêmement bête ce que je vais dire, mais je ne sors jamais en jogging, même pour acheter du pain, je ne sortirai jamais en jogging. Et c'est pas une question de prestance, hein, parce que je sors pas maquillée par exemple, je peux avoir un haut de pyjama, je sortirai pas en jogging basket, jamais de la vie. Parce que les gens dans la rue ils te voient. Exactement. Ah, une meuf de la cité. Voilà, exactement. Même si maintenant je vis seule avec mon copain dans un centre-ville très bourgeois, etc. Mais je sais que avec ma couleur de peau, en jogging, des baskets, croyez-moi, on me reconnaîtrait comme ça. Et je suis pas du tout en train de critiquer les personnes qui s'habillent comme ça, mais quand tu es tout le temps renvoyé à ce genre de personnes qui sont considérés comme un problème, comme un potentiel perturbateur, comme un potentiel troublion, comme une potentielle racaille, etc. T'as vraiment envie de t'en éloigner le plus possible. Et qu'on te lâche avec ça, quoi. Vraiment qu'on te foute la paix. Et c'est pour ça du coup que j'ai parlé de couleur de peau au début de la vidéo, parce que je pense que si j'avais été une femme blanche, je me serais posé beaucoup moins de questions par rapport aux habits, aux façons de parler. Je pense que ça change. D'ailleurs, souvent on me demande mais tu viens d'où toi? Au départ t'habites pas la ville de machin. On me l'a déjà demandé. Donc oui, c'est vrai que c'est problématique et ça engendre un autre problème dont je suis pas très fière, c'est que quand je reviens dans cette cité-là pour voir ma famille, j'ai tendance à un peu, je pense, être un peu condescendante avec les personnes qui, elles, sont restées dedans. Et je me questionne sur comment éviter d'avoir ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va passer? Alors j'en ai déjà discuté, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile. Il y a une ambivalence entre le fait de se construire sa propre personne, le fait de chercher quelqu'un dont on veut s'inspirer, parce que je pense que tout au long de sa vie, on continue de s'inspirer de personnes X ou Y. Le fait que je pense encore maintenant, j'ai toujours envie de ressembler à cette classe sociale supérieure, d'être acceptée par ce groupe. Parce que ça c'est quand même dur, parce que même si t'augmentes, même si en fait tu changes de classe, parce que je pense que maintenant on peut quand même le dire, je suis plus dans cette classe inférieure, en tout cas je suis moins inférieure qu'avant, l'autre classe t'accepte pas forcément. Même un peu une étrangère. Voilà, même si vous pouvez avoir des discussions en commun, même si vous pouvez partager des centres d'intérêt réservés aux bourgeois comme, je sais pas, les musées, l'opéra, le théâtre, etc. Il y a un moment donné où tu vas te rendre compte qu'il y a une barrière. Ouais. Il y a c'est quelque genre, chose. ok, t'es là, mais t'es pas comme nous.
Voilà. Mais ils vont parfois te dire quand même, oh mais je te respecte, c'est super beau la méritocratie, le transfuge de classe c'est sublime, etc. J'adore, machin. Même si on voit que voilà, mais et ça c'est quelque chose vraiment que... Il fétichise le fait de devoir t'arracher la vie. Parfois c'est quasiment ça. Et du coup j'ai l'impression que en fait être transfuge de classe c'est vraiment pas aussi beau que ce qu'on veut l'entendre dire en fait. On parle de méritocratie, que c'est magnifique, etc. Alors, mobilité sociale. Évidemment, le fait qu'un pauvre passe de pauvre à riche, oui, en soi, c'est quelque chose de très respectable, même si tout ne se situe pas non plus dans l'argent. Hein. Mais c'est sûr que c'est ce que indirectement tout le monde souhaite, c'est-à-dire améliorer ses conditions de vie. Oui, mais ça passe quand même parce que c'est pas que l'argent. C'est dans les conditions sociales, il y a aussi évidemment le patrimoine culturel, il y a les fameux capitaux. Voilà, le fait qu'à tel âge on connaisse déjà les grandes écoles, qu'à tel âge on connaisse déjà tel truc. Tel auteur, tel peintre, tel exactement. Les réseaux de relations. Exactement. Moi, je suis meilleure amie avec le fils du ministre de je ne sais où. Voilà. L'ascenseur social qui arrive pile à ton étage et qui te fait monter. Juste parce que tu aurais des bonnes notes et c'est tout. Voilà. Non, ça marche pas. Alors moi, donc en fait, je l'ai réalisé il y a plusieurs mois. Parce que en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était très près de ses sous. Forcément. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, même pour un café avec des amis à 2,80, je me disais non, mais hors de question et tout. Alors que par exemple, pour aller prendre un billet d'avion pour aller voir mon père en Martinique, c'était pas quelque chose. Enfin, j'y réfléchis, c'est pas 150 ans quoi. Alors qu'on est d'accord, il y a une grande différence de prix. Mais moi, c'était vraiment dans le besoin et jamais dans le plaisir. En tout cas, mon plaisir passait jamais avec de l'argent. Je faisais que des trucs en gros gratuits quoi. C'est quand je me suis posée là-dessus parce que j'ai toujours été près de mes sous, genre vraiment depuis que j'ai gagné mon premier salaire, donc 16 ans on va dire, 16-17 ans, j'ai toujours été très très près de mes sous et donc je me suis demandé mais pourquoi t'as toujours été comme ça? Parce que justement on pourrait se dire maintenant que t'as de l'argent, t'as envie de le dépenser pour justement mettre des trucs que t'as jamais pu porter, que t'aurais jamais pu te payer. En fait un plaisir quoi. Et en fait pas du tout. Et c'est là que je me suis dit, bah ouais, mais en même temps, moi j'ai besoin de cette sécurité financière parce que je n'accepterai jamais de plus avoir cet argent que j'ai gagné. J'ai plus envie de retourner à avant en fait. Donc c'est vrai que je garde vraiment toujours cet argent. Donc je me disais toujours, ouais mais ça va être un café là, et puis demain ça va être m'acheter un t-shirt, et puis après-demain ça va être t'as une sorte d'anxiété liée à l'argent qui fait que maintenant que t'en as, tu peux pas vraiment en profiter. Non, parce que ton passé fait que t'as des réflexes, t'as des peurs, t'as des... Exactement. Ouais. Et c'est assez incroyable parce que du coup, les gens, ils rigolent un peu sur ça. Ils me disent ouais, Iris, elle est un peu radine. Ouais, Iris, elle est près de ses sous pour un café machin. Iris, elle était juste précaire. Et c'est ça. Et en fait, les gens ne comprennent pas que c'est une réelle anxiété. Genre, c'est pas juste ah non, je suis radine, etc. Ouais. Parce que en fait, je peux faire un cadeau à quelqu'un qui coûte un certain prix, ça va pas me déranger en fait. Ça va même me faire plaisir. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette angoisse de ouais mais si tu dépenses là et que par exemple tu as un impératif que tu dois dépenser tant d'argent d'un coup et que tu n'as plus rien, et ben retour à la caisse départ. Mais ouais, en gros tu as un sentiment d'insécurité que tu n'aurais pas eu si tu n'étais pas né dans cette classe-là. Exactement. Et ça, c'est comme ça que j'ai pris conscience de ça, parce qu'avant je m'en voulais un peu quand on me disait t'es radine, même sur le ton de la rigolade, je voyais bien qu'à force quand on te répète 1000 fois la même blague, tu te dis que les gens commencent à le penser. Je me disais bah ouais je suis radine, c'est pas un défaut hyper glorieux quoi, tu te dis bon super. Et après je l'ai compris que ça allait plus loin que ça quoi. Et c'est là que du coup j'ai fait tout ce cheminement, je me suis dit mais en fait il y a tout ça derrière, et du coup ça te soulage pas mal en fait quand même. Ça change pas forcément le problème, mais quand même tu te sens plus apaisé, et après tu peux travailler dessus, parce que le but c'est pas que ça reste comme ça quand même. Exactement. Parce que une fois que tu as cet argent là, c'est quand même bien d'en profiter sans faire l'imbécile à tout flinguer en une journée. Mais ça te permet de retirer les barrières mentales dont tu n'avais même pas conscience.
Parce que c'est ça le point, c'est que y a des gens qui peuvent se dire oui, mais au pire, vivre dans le déni, c'est très bien. Pourquoi réaliser que tu es une femme? Pourquoi réaliser que tu es noire? Pourquoi réaliser que tu es pauvre si tu peux penser que ce n'est pas le cas? Mais le problème, c'est que du coup, tu ne peux pas comprendre d'où viennent certaines barrières, certains obstacles qui d'abord t'ont été mis et qu'ensuite tu continues, toi, de mettre. On a toujours un pied dedans. Moi, je sais que même si je suis sortie de cet endroit-là et je suis dans un endroit différent maintenant, je resterai toujours avec un pied là-bas parce que j'ai quand même grandi là-bas, hein. Je suis partie, j'avais 19 ans, hein, donc c'est extrêmement récent. Je pense qu'en fait, c'est très bien que je garde les pieds sur terre et que je me dise, rappelle-toi quand même d'où tu viens. Déjà, ça aide à jamais avoir de mépris. Parce que moi, la chose vraiment qui me ferait énormément peine, c'est de me mettre à mépriser les métiers que j'ai pu exercer moi-même, c'est-à-dire caissière, animatrice, babysitter, femme de ménage, etc. Moi, c'est vraiment hors de question que ça arrive. Et pourtant, je connais des personnes, des tranches de classe à qui c'est arrivé. Ils s'en rendent pas compte et comme j'ai expliqué, ils adoptent, voilà, c'est ça. Parce que comme tu veux te faire accepter par ton nouveau milieu, tu te mets à adopter les mêmes codes, tu te mets à rire. Et puis les codes de ce nouveau milieu, c'est de mépriser les autres aussi. Voilà, exactement. C'est comme les femmes qui se mettent à mépriser les femmes, voilà, c'est comme les personnes racisées qui deviennent racistes, voilà. C'est comme tout, c'est-à-dire que pour avoir l'acceptation du groupe dominant, on va utiliser les mécanismes du groupe dominant pour montrer qu'on est d'accord avec eux, même qu'en fait on est indirectement concerné. C'est exactement ça. Et parfois on peut être amené à être un peu plus virulent que les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent, oui, effectivement. Écoute, merci de ta participation. Ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre ton récit et je le trouve intéressant dans la mesure où justement tu avais un peu ce... Enfin, contrairement à beaucoup de gens qui grandissent dans des cités, il y avait ce côté où genre t'étais pas complètement ancré toi avec les gens qui y habitaient et genre je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un raconter un récit comme ça, donc j'ai trouvé ça vraiment hyper riche. Merci. Et d'ailleurs, si toi tu t'y reconnais et que tu as envie de commenter, tu peux le faire sans problème. Je pense que ça va parler à pas mal de monde ce que tu as dit là. Super. Et voilà. Au revoir.